We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, fondatrice de The Good Goods, et j'accompagne les professionnels de la mode, du textile et du luxe dans la transformation de leurs pratiques vers plus de responsabilité. Mon job, c'est de rendre visibles les acteurs et actrices de la mutation profonde et au passage, de proposer de nouveaux narratifs. Ici, on restaure le leadership à la française, on met en lumière les innovations qui décarbonent à l'échelle industrielle et on convoque l'humain qui sommeille dans tout décideur pour faire pencher son libre arbitre en faveur de choix qui façonnent positivement le monde de demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Onward Fashion. Aujourd'hui, je suis en présence de Pierre-François Lelouette qui, comme son nom ne l'indique pas, mais ce que peu de gens ignorent, est le fils de Nelly Rodi, entre autres, donc, que l'on a reçu récemment sur ce podcast. Je vous invite à écouter cet épisode qui parle de sa vie, son œuvre et de l'art de prévoir les tendances. Et aujourd'hui, c'est moins ce qui va nous intéresser que la question de la prévision, certes, du futur de la mode, mais avec des termes plus en termes davantage économiques, en termes de structuration de cette industrie en France, à l'étranger, de ses réalités et de ce à quoi elle sera confrontée ces prochaines années. Bonjour Pierre-François. Bonjour Victoire, bonjour à tous. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui vous êtes, vous présenter ? Je m'appelle Pierre-François Lelouette, je suis l'heureux papa d'un petit garçon qui s'appelle Paul-Alexis et l'heureux mari d'une femme qui s'appelle Jeanne-Aurore. Je suis également le président de Nelly Rodi depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai commencé ma carrière chez L'Oréal, après avoir été diplômé de l'ESCP et de l'IFM. Et donc, comme beaucoup de gens, j'ai eu un petit passé comme ça de chef de produit dans ce joli groupe de cosmétiques que j'ai beaucoup aimé, où j'ai beaucoup aimé aussi me faire des amis. Et puis, il y a 20 ans, ma mère m'a demandé donc de la rejoindre à un moment où elle était pas en super forme du point de vue de sa santé. Et après une longue réflexion, finalement, j'ai fait le pas, j'ai sauté le pas pour transformer cette société, pour la faire grandir, pour la faire évoluer. Et je suis évidemment extrêmement fier de tout ce qui a été accompli par toutes les équipes de Nelly Rodi depuis 20 ans pour continuer d'inspirer le monde, continuer de façonner l'avenir des industries créatives. Vous avez d'autres casquettes ? Oui. Passées et actuelles. J'ai d'autres casquettes parce qu'effectivement, il y a une dizaine d'années maintenant, j'ai été sollicité un peu par hasard par un ancien président de fédération pour rentrer au conseil d'administration de la fédération du prêt-à-porter féminin. Et puis, à l'époque où j'étais administrateur, je vivais ça assez mal parce que j'étais d'accord avec absolument rien à peu près de ce que faisait ce président à l'époque. Et donc, j'étais assez énervé et fatigué. Comme c'est pas mon genre de démissionner, j'ai fait mon mandat de 3 ans et puis après on m'a ressollicité, donc il se trouve que j'ai été élu président de cette fédération. Donc je suis rentré dans le collectif à titre totalement bénévole, bien sûr. Il n'y a aucun conflit d'intérêt entre Nelly Rodi et ces fédérations parce que je n'ai pas de clients dans ces fédérations. Je tiens pas à trop en avoir en tous les cas. Pour justement, c'est quelque chose d'important pour moi de bien séparer les choses. Donc aujourd'hui, je ne parlerai pas en tant que président de Nelly Rodi, mais je serai, merci de m'interroger, en tant que co-président de l'Union des industries de la mode et de l'habillement, qui rassemble aujourd'hui plusieurs fédérations, 4 fédérations, le prêt-à-porter féminin, le masculin, les industries diverses de l'habillement et le groupement de la façon française, donc tous les fabricants français. En gros, nous rassemblons à travers ces 4 organisations et 16 syndicats régionaux toutes les marques de prêt-à-porter, tous les fabricants de prêt-à-porter français. Voilà. Donc on est 2 à être élus à la tête de cette organisation parce que c'est un gros boulot et encore une fois c'est bénévole. Donc je suis très heureux d'être aux côtés de Lionel Guérin, coprésident depuis janvier de cette union, avec j'espère de jolies ambitions en tous les cas. Alors on va bien sûr revenir sur ces missions évoquées dans cet épisode. Avant ça, vous n'avez pas mentionné dans votre parcours
scolaire et post-bac, les études que vous avez faites. Si je dis pas de bêtises, il y a eu un peu d'Hippocagne, une licence en économie. Oui, Hippocagne, j'ai fait 2 Cagnes. J'ai adoré ces périodes-là aussi, qui étaient extrêmement riches, parce que c'était des Cagnes où on faisait aussi des mathématiques et de la sociologie, pas uniquement de la littérature, de l'histoire, de l'anglais, de l'espagnol, etc. Mon point, c'est de savoir ce que ça vous apporte aujourd'hui et surtout, au départ, quelle était l'intention dans votre vision de la vie professionnelle avant de vous retrouver finalement Alors, à je ces voulais être postes. commissaire-priseur au départ, mais je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc je me suis démerdé pour avoir des équivalences. Donc c'est pour ça que j'ai fait après une licence d'économie et une licence d'histoire. Licence d'économie, je crois que je ne l'ai pas terminée. J'ai commencé une maîtrise d'histoire, mais mon prof est mort. En cours. Et donc oui, je voulais. Et après, j'ai réalisé que je préférais acheter des œuvres que les vendre. Donc je suis plus orienté vers le business. Mais en tous les cas, c'était mon ambition, mais avec la volonté d'avoir un parcours toujours très généraliste. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc en gros, la fameuse Cagne BL, la Cagnesse que j'ai faite, c'était le truc le plus large possible et qui pouvait continuer de m'ouvrir pas mal de portes. Voilà, mais à l'issue de cette Cagne, en tous les cas, j'ai quand même assez réalisé rapidement que je ne voulais pas être prof. Donc je me suis effectivement orienté vers les écoles de commerce et je suis rentré à l'ESCP, puis l'IFM, etc. Et ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est évidemment une ouverture extrêmement large sur le monde. J'ai toujours ce profil très généraliste, même si dans mes fonctions actuelles, je suis très mode. On a bien sûr une vision du monde qui est beaucoup plus large et ces actions de la mode que je défends à la tête de l'UFIM, elles s'inscrivent dans un contexte qui lui-même est beaucoup plus large et qui s'inspire de cet élargissement du monde, de cette vision totalement panoramique, que j'espère continuer à avoir longtemps, pour être la plus pertinente possible dans un secteur en particulier. À quoi ça ressemble une enfance quand on est aux côtés de Nelly Rodi ? Vous aviez quelle perception de son métier ? C'était une très belle enfance. J'ai eu une enfance extrêmement joyeuse, extrêmement choyée, mais pas du tout sans doute celle que l'on peut imaginer. C'est-à-dire que la vie de ma mère en particulier était très... D'abord, nous ne vivions pas à Paris, nous vivions à 40 km de Paris. Mon père était médecin, était entrepreneur également. Il faisait quoi Il était gynécologue accoucheur. Et donc, il avait volontairement choisi de travailler dans des villes populaires. Oui, donc, ce qui est relaté dans le livre de votre maman, quand voilà. on fait une aparté. Mais... Et donc, nous vivions d'abord au Mureau, et ensuite à Vaux-sur-Seine, mais ma vie, elle était presque plus liée au rythme de mon père et celle de mes sœurs, évidemment, parce que la maison était coupée en deux. Il y avait une partie pour le cabinet médical et une partie dans laquelle nous habitions. C'était une maison absolument magique. Mais est totalement bucolique. C'est un truc qui est aujourd'hui extrêmement difficile à comprendre et à partager. Pardon de faire ce point un peu long, mais non, on a tout le temps. C'était très... c'est une enfance qui n'est pas une enfance du XXe siècle. J'ai du mal à m'expliquer. Il y avait beaucoup de gens autour de nous, il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de stress aussi de la part du fait des vies professionnelles de mes parents qui étaient extrêmement chargées. Donc c'était un espèce de grand écart entre les voyages autour du monde que ma mère pouvait faire très régulièrement au Brésil, au Pérou, en Alaska, au Japon, tout le temps, et une vie extrêmement casanière, très entourée, très aidée autour de mon père et de la famille, donc dans cette maison des Mureaux, et avec beaucoup d'animaux, on avait 3 chiens, il y avait des écuries, il y avait des dizaines d'animaux, un énorme jardin, donc très casanière, parce qu'on avait chacun nos potagers, les enfants, donc très terrien d'une certaine manière, et en même temps, il y avait... ma mère, donc Nelly Rodi, son jeune fille, qui dans le coin était évidemment Madame Lelouette, et que personne ne pouvait imaginer qu'elle avait cette vie plutôt mondaine et très active. Extrêmement active, extrêmement créative,
Voilà, mais personne ne pouvait imaginer qu'elle faisait 1h30 de route le matin, 1h30 de route le soir pour rejoindre sa famille. Et elle a même tenté, certains mercredis après-midi, de prendre des cours de piano avec nous. Et donc il y avait cette vie parisienne pour elle, ou cette vie très internationale, et nous, une enfance finalement extrêmement choyée, heureuse et sympathique dans une banlieue parisienne. Et vous avez hérité de son hyperactivité, Je sais pas. en tout cas de son amour pour le travail. Oui, voilà. Mais mon père travaillait encore plus qu'elle. Mon père travaillait jour et nuit. Et il a été entrepreneur dans quoi ? Il a créé une clinique, ensuite il a créé une maison de retraite, il a été chef de service d'un hôpital à Meulan, à côté des Mureaux. Il donnait en même temps des consultations à l'hôpital Bodlock à Paris, Saint-Vincent-de-Paul. Et puis surtout, à cette époque-là, quand on était accoucheur, on travaillait plus la nuit que le jour. Donc le téléphone sonnait toutes les nuits parce que le docteur Lelouet devait venir pour accoucher une femme. Et on passait très peu de Noël avec lui parce que, encore une fois, il était de garde non-stop, quoi. Et puis voilà, puis après il a créé une clinique avec 120 lits, une autre maison de retraite, je l'ai dit, donc c'était très... et avec toutes les emmerdes qu'on peut imaginer. Donc c'est pour ça que je dis qu'à la maison, il y avait cette espèce de balance éternelle entre les emmerdes d'entrepreneurs de ma mère et de mon père, et en même temps les très belles aventures et beaucoup de fêtes, beaucoup d'amitié, beaucoup de générosité. Ça donne en même temps des clés, on va dire, et la possibilité d'entrevoir une vie équilibrée entre une activité professionnelle très intense et une vie de famille aussi cadrée et stable. Vous-même, vous n'avez jamais, je crois, créé de marque, que ce soit de cosmétiques, de mode. Est-ce que ça a été une hypothèse et pourquoi ? Alors, ça n'a jamais été vraiment une hypothèse parce que nous sommes au service des marques chez Nelly Rodi. Donc, c'était compliqué de venir en confrontation de nos clients. On a fait, en revanche, des trucs très bizarres et qui voulaient rester niche et qui le sont restés, évidemment. Mais il y a eu un moment où on a lancé une ligne de parfum, par exemple, qui a eu un succès absolument considérable. Mais c'était perçu comme un one-shot. C'est resté... on a sorti 9 parfums, une collection... extrêmement belle, qui était distribuée chez Colette, qui avait les faveurs de Vogue, etc. C'était vraiment une très belle aventure, mais on l'avait lancé parce que c'était à un moment donné où l'industrie du parfum s'endormait, ne voulait pas croire qu'il y avait de la nouveauté possible, etc. Et donc nous, on a démontré le contraire en lançant cette histoire-là, qu'on pouvait aussi distribuer dans des lieux qui n'étaient pas uniquement des parfumeries à l'époque. Voilà, donc il y a eu quelques petites tentatives. Ma mère au Japon a eu une marque également, mais qui était une marque totalement naturelle, de matière totalement naturelle, ce qui dans les années 90 était un truc... Une marque de mode donc. De mode. Et Nelly Rodi, intitulé Nelly Rodi Ça s'appelait Simple Life, okay. Si je me souviens bien, c'était bien avant Paris Hilton. Des archives vintage. Ouais. Allez, chiner par là-bas. Ouais, sans doute. Et c'était très chouette. Une marque déjà... On ne disait pas éco-responsable. À l'époque, on disait écologique. Mais de le lancer en plus au Japon à cette époque-là, c'était un truc assez pointu. Voilà. Donc à chaque fois, nos tentatives ou nos expériences, plus que des tentatives, ont été des choses qui devaient faire bouger les lignes des industries qui nous intéressaient, sans jamais rentrer vraiment en concurrence et en compétition avec nos clients. En même temps, en réfléchissant à ma question précédente, je me disais que vous êtes quelque part un créateur, puisque vous créez du business. Est-ce que vous considérez que créer du business, c'est être un créatif dans ces industries ? Alors, je pense qu'il faut être créatif aujourd'hui, évidemment, partout, que la création n'est plus le chantre exclusif du domaine du style comme il a pu l'être pendant des années, et que c'est évidemment une très bonne chose. Donc, après, en business, il ne faut pas trop être créatif, surtout dans la finance, quoi. Il y a un moment où il faut être effectivement plus raisonné, et ça n'empêche personne d'avoir des bonnes idées et de faire de l'innovation. Donc, je ne suis pas sûr que je sois vraiment un créatif moi-même. Je pense que mais en tous les cas, l'innovation, je l'ai chevillée au cœur, oui, ça c'est certain. Et vous êtes admiratif, ou en tout cas, vous contemplez et vous honorez la création. C'est sûr que vous avez une sensibilité, par contre, oui, c'est et certain. à cœur de porter ces artistes, ces créateurs. Oui, puisque chez Nelly Rodi, on a une galerie qui est dédiée à l'art contemporain, on travaille avec énormément de photographes, de make-up artistes, enfin nous-mêmes, bien sûr, tout un studio avec des créatifs
qui travaillent sur tous nos sujets. Enfin, bien sûr, hein, la création, c'est le poumon de nos industries, c'est ce qui fait leur différence, c'est ce qui fait leur intérêt, c'est ce qui fait qu'on aime tous travailler dans ce domaine-là. Alors, petit exercice de synthèse, si vous voulez bien, parce que de l'avènement du prêt-à-porter il y a quelques dizaines d'années à l'ultra fast fashion aujourd'hui, l'histoire et l'économie de la mode est quand même assez complexe à suivre et à comprendre. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait schématiser les différentes entités qui composent l'industrie, donc vêtements, Maro-Cordo, et en France, et à l'international, donc à l'import et à l'export. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit panorama de la façon dont c'est constitué ? Alors, écoutez, en gros, je vais revenir sur une situation internationale et puis après, on va faire un petit focus sur l'organisation des professionnels, puisqu'on est censé parler de ça aussi. Donc, en gros, vous avez dans le haut de la très grande pyramide, qui n'est plus une pyramide, mais un sablier, comme on le sait, le luxe, avec des marques et des maisons qui sont extrêmement fortes, qui s'incarnent dans une multiplicité de produits, pas uniquement l'habillement. Et de l'autre côté du sablier, vous avez cette ultra fast fashion dont vous avez été une pourfendresse. J'ai essayé en tout cas. Avec succès, donc bravo Victoire, qui déverse ces centaines de milliers de produits sur le marché de manière pas toujours extrêmement légitime. En tous les cas, c'est un point de vue que nous partageons, chère Victoire. Voilà. À l'inverse, donc, de toutes ces entreprises de luxe qui travaillent beaucoup sur la qualité, beaucoup sur le savoir-faire et sur la mise en avant du travail de la main. Hein, en gros, même s'il y a une grande partie industrielle, évidemment, mais il y a toujours des savoir-faire d'expression, qu'ils soient manuels ou qu'ils soient industriels, qui sont mobilisés par ces industries. Au milieu de tout ça, on a évidemment la distribution avec les enseignes d'habillement dont on sait qu'un grand nombre d'entre elles sont en crise, pas toutes. Il faut rappeler des belles histoires que nous avons, notamment, je pense à Maison 123, qui est une entreprise qui, dans le groupe Etam, qui se porte extrêmement bien. Je pense à Balibaris, qui est plutôt une enseigne qui est née ces 10 dernières années. Voilà. Donc, et qui correspondent évidemment à un marché. On a des enseignes plus ou moins populaires. Balibaris, je vous le disais, plutôt sur le haut du pavé, Kiabi plutôt sur le bas de cet univers-là. Ça n'empêche personne de faire des efforts. Kiabi, par exemple, est une entreprise qui fait beaucoup d'efforts dans le domaine du développement durable. Et on peut saluer ces efforts-là. Voilà. Après, il y a tout ce qui est marques de prêt-à-porter. Les marques de prêt-à-porter, elles sont plutôt premium, donc elles sont au-dessus des enseignes en termes de prix. Et là, on pense au Sandro, Maje, Claudie Pierlot, Bache, etc. Fursac, Figaret, et elles ont un réseau de distribution qui est plutôt contrôlé, maîtrisé. Elles vendent bien online, voilà. Et puis, on a d'autres acteurs qui sont les online only, les Cézanne, les Balzac, etc. Où là aussi, c'est une offre qui est plutôt premium. Et qui est un nouveau modèle économique. Et pourquoi je parle de toute cette histoire-là ? C'est parce que, en fait, on a la chance en France d'avoir des leaders sur tous ces segments. SMCP est un leader du segment premium, Cézanne est un leader du e-commerce, les enseignes d'habillement, le format a été quasiment inventé en France. Quand vous dites enseigne d'habillement, ça correspond les promodes, par exemple. Okay. Ce genre de distribution, c'est vraiment une spécificité française. On a la chance d'en avoir beaucoup. Et donc, même si on n'a pas réussi à monter des mastodontes façon Zara ou H&M, finalement, Etam, dans son genre, c'est un très joli mastodonte de la lingerie. Donc, on a... Et puis, ce format-là de distribution, en tous les cas, qui... Encore une fois, ce sont des spécificités françaises, de la même manière qu'on a inventé les supermarchés également. Donc la distrib, c'est un truc qui est très français, qui est très ancré dans notre histoire, mais c'est vrai qu'au niveau international, c'est très différent. Les grands magasins en France perdent en puissance, on le sait, beaucoup, même s'il y a des vaisseaux amiraux façon Haussmann qui sont toujours absolument merveilleux, alors qu'au Japon, c'est un pays qui est très drivé par la distribution en grands magasins. Comment est-ce que, si on peut faire une petite parenthèse, vous expliquez la perte de vitesse de ces grands magasins, parce que
quand même, il y a eu la rénovation intégrale de la Samaritaine, par exemple, et Ouais. on a la sensation que c'est toujours des institutions en place, Mhm. mais qu'est-ce qui se passe? Il y a moins de trafic, les gens consomment moins. Il y a des évolutions de distribution qui sont évidemment manifestes. Alors, la Samaritaine, c'est vraiment un cas à part. C'est un joli cas parce que le magasin en lui-même est absolument magnifique. Il a été conçu pour pour attirer ou pour recevoir, accueillir une certaine population de touristes qui, post-Covid, ne sont pas venus. Donc, peut-être on sait que le grand magasin n'est pas au top en ce moment, mais en tous les cas, il se maintient. Et puis, il y a le groupe LVMH derrière qui le soutient énormément et c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc en fait, les cibles ont beaucoup évolué. On a la chance, les trafics ont beaucoup évolué, les modes de consommation ont beaucoup évolué. Même si la consommation digitale de marques de mode ralentit un petit peu depuis 1 an, 18 mois, il y a quand même 15-20% de ce marché-là qui ne fréquente plus les magasins. Donc, du coup, les enseignes et les grands magasins se sont effectivement affaiblis parce que le trafic est passé ailleurs, il est passé online. Et puis, parce qu'il y a une offre qui a évolué, parce qu'il y a des arbitrages de consommation en général qui ont évolué, qui fait que tendanciellement, le marché de la mode en France est en baisse. Et aujourd'hui, il est en baisse à la fois en valeur et en volume. Donc tous les discours que l'on entend sur la mode c'est horrible, on ne fait pas assez d'efforts, etc. En France, ça n'est pas vrai. Encore une fois, on baisse en volume, on baisse en valeur. On est plutôt dans donc une industrie qui s'affaiblit au global, avec sans doute des bons côtés sur les conséquences écologiques de ce que cela signifie, mais avec des mauvais côtés sur le plan social de ce que cela signifie aussi. Mais là, on parle, pour bien comprendre, de marques françaises versus la consommation globale de vêtements, incluant l'import, et notamment les Chine et consorts. On est plutôt sur une augmentation globale de la consommation. Pas en France. D'accord. En France, non. Justement, à l'international et dans certains pays, oui, les volumes explosent et c'est une horreur, mais pas en France. Le marché en France baisse en volume et il baisse en valeur. Ce qui prouve quand même aussi que tous les efforts que globalement on a pu faire sur le marché portent un peu leurs fruits. Tant mieux. Il y a encore plein de choses à faire. On ne s'arrête pas là. Mais c'est une idée effectivement un peu conçue que nous avons, que de penser que non, avec l'ultra fast fashion, les volumes continuent d'exploser. Eh bien non, malgré l'ultra fast fashion, en France, les volumes baissent. Donc, ce qui veut bien dire qu'avec le séisme que nous connaissons, c'est que malgré l'arrivée de ces nouveaux acteurs et la puissance malheureusement qu'ils ont pris sur notre secteur, ces acteurs de l'ultra fast fashion, les volumes baissent en général. Et cette baisse de volume, elle est lissée sur tous les segments de marché que vous avez évoqués, ou elle atteint plus spécifiquement? Elle atteint effectivement en particulier les enseignes d'habillement qui sont des marchés qui souffrent beaucoup, et elle atteint aussi malheureusement un certain nombre d'enseignes premium, parce qu'il y a le choc d'inflation qu'on a connu en 2022-2023 fait que le pouvoir d'achat des Français s'est réduit et qu'en gros, les arbitrages de consommation ont fait qu'à revenu égal, les Français ont dû déclasser leur consommation, y compris de mode, et donc baisser en haut d'un étage leur consommation de produits et se sont détournés d'un certain nombre de marques premium. Pas toutes, heureusement, encore une fois. Ce serait quoi votre recommandation? Je pense à Promode qu'on a reçu récemment sur le podcast, et donc Julien Paulet qui nous expliquait que dans une démarche plutôt à la fois de repositionnement aussi pour des considérations économiques et puis d'ADN de marque, ils avaient fait le choix de réduire le parc retail international, de réduire, je crois, de 20% le nombre de références et d'augmenter un petit peu le coût moyen des produits, donc ce qui font qu'ils arrivent à faire de la croissance et qu'ils arrivent à augmenter un peu leur marge. Ça, c'est une stratégie donc, de rétraction, on ne sait pas si elle est temporaire, mais en tout cas qui leur a permis d'assurer leur survie. Est-ce que c'est une stratégie qu'on pourrait conseiller à d'autres comme Kiabi, etc. en ce moment, ou bien est-ce que c'est plutôt un standstill et on attend le retour à une baisse d'inflation, une meilleure consommation? Oui, non, plus personne n'attend. C'est-à-dire que la transformation, elle est profonde. On a par où commencer? On a la chance d'avoir en France une pression légale qui est extrêmement forte, la loi AGEC, la volonté du gouvernement d'être à l'avant-garde de la transformation écologique de notre secteur. Donc ça impose une manière de faire très différente à toutes les marques.
Donc si les marques ne sont pas engagées maintenant dans cette transformation responsable, elles sont extrêmement mal parties parce qu'elles ont déjà pris énormément de retard. Et que la deuxième couche arrive avec l'Europe. Je rappelle qu'il y a en ce moment 9 textes européens qui vont impacter la mode sur les questions de développement durable dans les 3 années qui viennent. 9 textes, c'est énorme, sur un total de 11. Les 3 autres sujets, ce sont des sujets liés au commerce. Mais il y a une dizaine d'années, les sujets européens étaient uniquement des sujets liés au commerce international. Il n'y avait aucun texte lié à la RSE. Donc là, on voit bien que les priorités ont totalement changé, tant en France qu'au niveau européen. Tout ça prend du temps. On peut bien sûr penser que c'est trop de temps et que la transformation ne va pas assez vite. Mais en tous les cas, elle est réelle et elle est en cours. Donc, le travail sur l'offre de mode, il doit être absolument nécessaire de la part de tous les acteurs de notre secteur. La loi AGEC et la traçabilité, ça a été une première étape. La prochaine frontière, c'est celle de l'éco-conception. Promode est plutôt bien avancé là-dessus. Julien Paulet fait un travail remarquable. C'est pas un client de Nelly Rodi, donc je n'ai rien à... je ne fais pas la promotion de qui que ce soit. Je constate juste qu'il y a des acteurs en France qui ont pris vraiment le sujet à bras-le-corps et qui, avec leur contexte, leur marché, font ce qu'ils peuvent, en tous les cas font des efforts. Ma perception, en tous les cas, et mon mantra... c'est ça, c'est faites des efforts les amis, prenez les sujets en question pour avoir des pratiques plus vertueuses que par le passé. Je ne fais pas partie des ayatollahs du développement durable, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut faire du 100% parfait partout. Je pense toujours à la mère de famille qui, en septembre, a 3 enfants, elle gagne le SMIC ou un peu plus, et elle doit les habiller. Et comment est-ce qu'elle fait pour les habiller de manière vertueuse ? Attention, les papas ont une responsabilité dans les achats des vêtements de leurs enfants également. J'en sais quelque chose, parce que c'est moi qui achète les vêtements de mon fiston. Donc, je sais bien. Mais en tous les cas, je pense, parce qu'il y a aussi beaucoup de mères célibataires qui sont dans des situations extrêmement délicates, notamment au moment de la rentrée des classes. Et je ne vois pas pourquoi cette femme-là, on ne lui proposerait pas d'acheter un t-shirt neuf, un jogging, n'importe quoi, mais qui soit un peu plus vertueux en tous les cas que ce que c'était par le passé. Donc moi, je suis assez reconnaissant à toutes ces... Et je ne les représente pas pourtant en tant que président de l'UFIM, on reviendra là-dessus, mais tous ces acteurs du bas de gamme doivent enclencher eux-mêmes leur transformation parce que c'est eux qui vont avoir un impact absolument majeur sur l'industrie et sur l'environnement et sur les aspects sociaux de la fabrication. Donc ça, je suis un très grand promoteur de la transformation générale et de tous les acteurs de la société. Les petites marques, elles l'ont bien compris. En France, il n'y a pas une nouvelle petite marque qui se crée qui n'a pas pris en compte déjà des questions de développement durable. Donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment la transformation des gros et des grands. Et donc, c'est à nous tous de pousser à cette transformation et de faire en sorte qu'elle soit acceptable par ces grands acteurs. Alors, on a fait le panorama des marques. Est-ce qu'on peut faire celui des fédérations ? Parce qu'on l'a dit, l'Union des fédérations, donc 4 fédérations en leur sein. Mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup même. On ne comprend pas toujours bien qui fait quoi, comment. Est-ce qu'on peut faire un point sur les fédérations au global avant de parler de l'Union ? Il y a beaucoup trop de fédérations en France. J'ai toujours été un grand acteur du fusion, des rapprochements possibles. Donc, en gros, il y a 4 familles dans la mode en France. 4 familles professionnelles. Il y a la famille de la haute couture, donc pour toutes les marques qui défilent, qui sont représentées par la Fédération de la haute couture et de la mode. On a la famille des enseignes, donc les Promode, etc., dont on a parlé, et, les TAM, y compris les grands magasins, etc., qui est représentée par l'Alliance du commerce. On a la famille des acteurs de la maille, les petits bateaux,
et également de la lingerie, parce que la culture et les machines industrielles sont globalement assez proches. Et donc ça, c'est la famille de la Fédération de la Maille qui est proche de l'Union des industries textiles, qui est une des entités de l'Union des industries textiles, donc les fabricants de tissus, l'amont de la filière. Et puis on a l'Union française des industries de la mode et de l'habillement, dont je suis coprésident, qui elle représente toutes les marques de prêt-à-porter et les fabricants de prêt-à-porter français. Voilà, donc 4 familles. L'Union française des industries de la mode et de l'habillement, l'Union des industries textiles, avec les acteurs de la maille en particulier, la Fédération de la haute couture et de la mode, pour les marques créatives, haut de gamme, internationales qui défilent à Paris, et l'Alliance du commerce pour les enseignes d'habillement, les grands magasins. Donc, au sein de notre union, plusieurs fédérations, dont la Fédération du prêt-à-porter féminin, que j'ai présidée pendant 6 ans, qui est aujourd'hui présidée par Yann Rivoilan, et qui fait partie des fédérations les plus équipées, staffées aussi, pour pouvoir accompagner les marques de mode françaises. Alors justement. Voilà. Et moi, si j'ai été élu coprésident de l'Union des industries de la mode qui rassemble ces différentes fédérations, c'est pour œuvrer justement à un plus grand rapprochement. C'est qu'aujourd'hui, il y a encore quelques années, l'Union était, pardon de le dire, on m'excusera, mais un peu factice. Là, l'ambition, c'est vraiment de faire en sorte qu'il y ait une famille qui soit beaucoup plus homogène, beaucoup plus centrée sur des priorités communes, travaillant dans un même lieu, sur des projets totalement communs. Donc au quotidien, est-ce qu'on peut peut-être évoquer les piliers des missions et la façon dont ça s'organise à l'Union ? Oui. Alors, à l'Union, donc, nous avons plusieurs priorités. Le développement durable en fait partie. Je rappelle que quand j'étais président de la Fédération du prêt-à-porter féminin, j'avais lancé avec le soutien du défi la première étude sur le développement durable et la mode, que depuis donc 6-7 ans, nous avons développé avec le défi un nombre considérable d'aides financières pour accompagner la transformation RSE des marques de mode, que nous avons également publié des guides en amont pour bien driver la transformation sur les questions d'approvisionnement responsable, de communication responsable, etc. Je veux bien qu'on fasse juste un crochet sur les aides financières. Où est-ce qu'on peut les trouver auprès et de quel ordre elles sont ? Auprès des fédérations, et de tête, c'est 2 500 à 3 000 euros. Donc, c'est pas énorme, mais c'est pas non plus rien du tout. Ça permet quand même d'enclencher, de se financer un certain nombre de jours de consultants pour pouvoir amorcer des sujets de transformation RSE. Voilà. Donc ça, et ça existe toujours, et c'est toujours soutenu par les fédérations et par le défi. Donc le développement durable fait partie des grandes priorités, avec donc tous ces axes, à la fois de réflexion générale et d'accompagnement du gouvernement, d'influence auprès des assemblées, pour faire en sorte que les lois qui sortent soient des bonnes lois, qu'elles puissent être acceptables par les PME et qu'elles puissent avoir de l'impact, et en même temps derrière un certain nombre d'actions tout à fait concrètes à travers la rédaction de ces guides ou ces workshops, le financement de ces accompagnements individuels, etc. Tout ceci coordonné donc par les fédérations professionnelles. Un deuxième axe, c'est le développement international. Aujourd'hui, les fédérations de l'UFIM accompagnent plus de 500 opérations chaque année dans 11 pays, avec là aussi des aides du défi pour faire en sorte qu'on puisse accélérer l'exportation de nos marques de mode françaises, puisque malheureusement le marché français est en baisse, comme on le disait. Il faut trouver des relais de croissance quelque part, et ces relais, on les trouve bien sûr à l'export. Autre petit crochet, si vous me permettez. C'était une question que je voulais poser sur la représentation économique en fait, des volumes à l'import, à l'export. L'industrie de la mode aujourd'hui, c'est quoi ? Et peut-être on peut faire une parenthèse mode, cuir, éventuellement alors, habillement et je suis nul en cuir, donc je suis désolé, je ne vais pas le dire. Et je suis nul en bijoux aussi. Ce que l'on sait en tous les cas, c'est que bien sûr, le segment du cuir, le segment de la joaillerie, du bijou sont des segments qui sont en très forte croissance, beaucoup plus que l'habillement. Autant l'habillement, le marché est en baisse, autant les chiffres que l'on a sur le cuir et sur le bijou sont plutôt des chiffres super positifs, avec une très belle dynamique sur ces marchés. L'habillement, en gros, c'est une 30aine de milliards d'euros de chiffre d'affaires, quand on ne parle que d'habillement. Mais quand on parle de chiffre déployé de toutes les marques de mode, là, c'est 154 milliards. À l'import et à l'export. Tout.
Non, marché. Pour les marques de mode françaises. Ok. Le chiffre d'affaires des marques de mode françaises, développé effectivement, que ce chiffre soit fait en France ou qu'il soit fait à l'international, c'est 154 milliards. Et là, donc, on va rentrer dans ce chiffre-là, y compris le cuir, le bijou, parfois la cosmétique, même quand des marques de mode font de la cosmétique. Donc c'est un chiffre qui est extrêmement puissant puisque c'est plus que l'automobile ou l'aéronautique dans notre pays. Voilà, et donc la dynamique à l'export, elle est très forte. Beaucoup de marques font beaucoup plus de chiffre d'affaires à l'export qu'elles ne le font en France. C'est le cas notamment de toutes les marques de luxe que l'on connaît, de tout le haut du pavé, y compris maintenant des marques premium, dont beaucoup se sont internationalisés. Le groupe SMCP a des équipes et vend en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Et parfois, un certain nombre de ces maisons produisent le même vêtement, mais dans des pays différents, pour pouvoir approvisionner au plus près les réseaux de magasins qu'elles peuvent avoir. Donc ça, c'était le deuxième axe, développement durable et développement à l'international. Voilà. Un troisième axe, c'est bien sûr la réindustrialisation. On a besoin de renforcer l'industrie de l'habillement en France. Donc on a la chance de pouvoir bénéficier encore d'un réseau extrêmement fort de plusieurs centaines de fabricants qui sont essentiellement situés dans l'ouest de la France. C'est plein de petites PME, parfois des ETI, des entreprises de taille intermédiaire, extrêmement puissantes, qui ont bénéficié beaucoup du soutien des marques de luxe pendant ces années, puisque les marques de luxe ont beaucoup grandi, elles ont donné beaucoup à faire à ces fabricants français. Elles ont beaucoup accompagné aussi la transformation innovante et les meilleures conditions de travail dans ces usines, si bien qu'il y a un regain d'intérêt aujourd'hui pour ces fonctions industrielles. Malheureusement, le tissu moyen de gamme industriel souffre. On a parlé de l'inflation tout à l'heure, ça fait partie des conséquences de cette inflation. Aujourd'hui, beaucoup de marques moyen de gamme qui ont dû augmenter leurs prix parce que des organisations de leurs approvisionnements, augmentation des prix des matières premières, etc., sont contraintes d'augmenter elles-mêmes leurs prix, donc perdent des clients qui décrochent parce que leur pouvoir d'achat, malheureusement, reste le même. Donc on a un vrai sujet là-dessus. On pense notamment que la question des uniformes scolaires qui sont actuellement en test, ça peut être une bonne idée pour pouvoir redonner du souffle à ces fabricants moyens de gamme. Donc en ce moment, nous avons toute une action avec une de nos entités qui s'appelle la Maison du Savoir-Faire et qui rassemble sur un site internet notamment et avec une petite équipe l'ensemble des fabricants français pour pouvoir savoir tous ceux qui seraient capables de fabriquer en Made in France ces uniformes qui sont aujourd'hui en test dans un certain nombre de collèges et de lycées. Et donc pouvoir faciliter la vie de tous les donneurs d'ordre publics pour qu'ils puissent trouver pas loin de chez eux, des fournisseurs qui puissent fabriquer ces uniformes, plutôt qu'on aille les acheter au Bangladesh. Pendant le Covid, la répartition Exactement. territoriale de la production des masques. Super. Exactement. Donc là, on est en train de mobiliser tout ce réseau de la Maison du Savoir-Faire pour pouvoir donner des solutions aux collectivités territoriales. Donc réindustrialisation. Juste avant qu'on passe à l'autre pilier, j'ai une question sur le Made in France. Ouais. Peut-être deux. La première, c'est quel est le rôle et les relations de l'Union avec l'amont, c'est-à-dire justement la partie industrielle de la production textile en France. Ouais. La deuxième question, je la poserai après. Bon, la première question, d'abord, vous savez que le Made in France, vraiment, c'est 3% des volumes. Hein. Donc, malheureusement, on a de la marge. On sait, on ne va pas revenir sur le passé, sur la délocalisation, sur tout ça, c'est toute la désindustrialisation épouvantable qu'a connue notre secteur. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça n'est plus que 3%. Donc, si déjà on passait de 3 à 5, ce serait une superbe étape pour tout le monde. Donc, les ambitions, elles ne sont pas de passer de 3 à 80, parce qu'on sait que le marché n'absorbe pas, on sait qu'on n'a pas les gens pour pouvoir le faire dans les usines, on n'a pas les capacités. Enfin, on a une vision évidemment réaliste des choses, mais tout à fait volontariste. Donc, avec nos copains de l'Union des industries textiles, on travaille évidemment dans le même sens. Parce que c'est mieux si le tissu est fait en France, en plus de la confection. Donc, on travaille évidemment main dans la main sur ces questions au sein du comité stratégique de filière Modélux qui rassemble tous les acteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, y compris ceux du bijou, du cuir et les arts de la table.
pour faire en sorte qu'effectivement on puisse nous entendre sur ces sujets. Très bien. La deuxième partie de ma question, c'était peut-être relatif à un des piliers de l'Union, mais le rôle de lobbying positif auprès des politiques. Et est-ce que la mode, l'industrie textile en France est considérée comme une force vive ou au contraire un peu le parent pauvre de la part du gouvernement, à savoir est-ce qu'il y a autant d'incitation à justement la relocalisation et d'aide industrielle ? Alors, en fait, quand je suis rentré dans ce milieu des fédérations professionnelles, il y a une dizaine d'années maintenant, c'était le grand désert. C'était épouvantable. On n'arrivait pas à avoir un rendez-vous avec un député, avec un sénateur. Tout le monde se foutait, mais considérablement, de tout ce qui était Made in France, fabrication française, etc. Vous savez expliquer pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas de chiffres. Parce qu'on n'était pas capable, parce que les organisations professionnelles n'étaient à la fois beaucoup trop éparpillées. Donc, il y avait un député qui recevait 10 demandes de rendez-vous de la part de 10 organisations professionnelles, laquelle choisir quand on n'y connaît rien. Et en plus, on n'avait pas de chiffres pour pouvoir démontrer notre puissance et ce que nous représentions. Donc, je me souviens très bien qu'avec Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la haute couture, nous avons demandé au défi de financer une étude pour justement mettre des chiffres, les fameux 154 milliards dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'étude a été réactualisée depuis, évidemment. Mais pour que l'on puisse se dire, ben voilà, vous vous rendez compte que c'est plus que l'aéronautique. Vous vous rendez compte que c'est plus que l'automobile. Vous vous rendez compte que c'est 650 000 emplois directs. Vous vous rendez compte de notre poids à l'international, du fait qu'on est un des rares segments excédentaires dans la balance extérieure de notre pays. Vous vous rendez compte ? Et personne ne se rendait compte. Donc la promotion de ces chiffres, l'existence même de ces chiffres, le fait qu'il y ait un rassemblement beaucoup plus puissant des différentes organisations professionnelles, y compris au sein du comité stratégique de filière qui est une nouvelle entité aussi créée, que j'ai beaucoup poussé avec le président de l'Union des industries textiles de l'époque et la Fédération de la haute couture et de la mode, pour qu'elle puisse être créée, pour que nous puissions avoir des organes de discussion avec le gouvernement qui soient beaucoup plus puissants que ceux que nous avions pour le passé. L'existence du Forum de la mode également, que j'ai beaucoup poussé pour que nous puissions avoir des tribunes aussi pour pouvoir expliquer ce que nous voulions défendre, travailler à la coordination de nos différentes priorités. Tout ça est un travail de longue haleine évidemment, mais qui petit à petit fait son œuvre. Et donc aujourd'hui, nous n'avons jamais eu, et je le dis, et je ne fais pas de politique du tout, nous n'avons jamais eu un gouvernement plus à l'écoute sur nos sujets qu'en ce moment. Donc, le seul interlocuteur que nous avions il y a 10 ans, c'était un ministre de l'Industrie qui, en gros, n'en avait rien à foutre de nos affaires. Aujourd'hui, vous le savez mieux que personne, Victoire, on a le ministère de la Transition écologique, on a la ministre des Entreprises et de la Consommation et de l'Artisanat, on a la ministre, Bercy au ministère des Finances, on a bien sûr le ministère de l'Industrie également. Bref, on a le ministère de l'Éducation qui s'interroge de plus en plus sur nos secteurs. Bref, notre secteur devient un pôle d'attractivité parce qu'on a compris ce qu'il représentait dans notre pays. Donc en ce moment, il y a un plan mode qui est en cours de développement à Bercy. On peut s'en réjouir. Ça fait maintenant une petite année qu'un très grand nombre d'auditions ont eu lieu pour pouvoir constituer ce plan qui devrait être annoncé, j'espère, avant les vacances. En tous les cas, c'est ce qu'a annoncé la ministre Olivia Grégoire dans ce domaine. On peut évidemment s'en réjouir. Il devrait y avoir, elle a annoncé un volet dédié à l'émergence des nouvelles marques, un volet dédié à la compétitivité française. Enfin, tout ça, ce sont bien sûr des sujets qui sont extrêmement importants et qu'il faut pouvoir traiter. Donc, il n'y a pas assez d'aide. Ça, c'est certain, on peut se le dire, évidemment. Vous dire qu'il y en aura beaucoup plus à l'avenir, peut-être, mais compte tenu des finances françaises, je ne suis pas sûr qu'on arrive à choper beaucoup d'argent. En revanche, si déjà on peut nous simplifier la vie, si on peut promouvoir, si on peut faire en sorte d'être beaucoup plus efficace avec les outils que nous avons et qui ne le sont pas toujours, ce serait une belle nouvelle. Voilà. Moi, il y a un sujet, par exemple, d'efficacité qui a fait ses preuves et qui a montré qu'on pouvait
sortir nos biscottos et faire des choses intelligentes ensemble, c'est l'Institut français de la mode. Moi, quand j'étais étudiant à l'IFM, on était 50 étudiants. Aujourd'hui, il y a 1350 étudiants à l'IFM et ça devient une des écoles mondiales les plus en vue, tant sur le sujet du savoir-faire, donc de la réindustrialisation nécessaire. On a besoin de façonniers, on a besoin de modélistes beaucoup plus dans notre industrie, en création, avec un effort incroyable qui a été fait par l'IFM, qui maintenant est presque au niveau de la Saint-Martins, et puis bien sûr en management, qui est le cœur initial de notre histoire. Mais ces 3 piliers-là, c'est une histoire totalement unique. Il n'y a pas d'autre école dans le monde qui le fait avec autant de puissance, avec autant de moyens, parce que les fédérations ont réussi ensemble à avoir le soutien de l'État et à construire ensemble ce très beau projet. Et parce qu'il y a quelque chose qui relève, je trouve, de l'innovation, du GLO, la façon dont l'a présenté l'IFM est peut-être un peu différente de l'image qu'on peut avoir aujourd'hui de l'industrie textile at large en France, qui est peut-être un peu plus désuète et à laquelle il faut aussi donner un nouveau souffle à travers la R&D, à travers tout ce qu'on peut faire. Alors on est totalement d'accord, c'est-à-dire que ça c'est la 4e priorité de notre union, c'est l'innovation. Parfaite transition. Donc on a un moyen pour cela qui s'appelle l'Institut français du textile habillement. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est basé à Lyon. Il y a 140 ingénieurs qui travaillent sur des problématiques d'innovation technologique pour notre secteur. On a besoin d'avoir un IFTH extrêmement puissant. Il y a une volonté de la part du gouvernement de soutenir encore une fois cet institut technologique, ce centre d'innovation technologique, puisqu'il donne plusieurs millions par an quand même pour pouvoir le financer. Là, on a besoin évidemment de beaucoup plus d'efficacité. Clarisse Rey, sa directrice générale, est à la barre depuis 2 ans pour pouvoir remonter cette IFTH. On espère avoir des résultats encore plus puissants dans les mois et dans les années qui viennent. Voilà, mais c'est absolument certain, on a besoin de la transformation RSE, elle ne se fera pas sans innovation. C'est ma conviction absolument profonde. On a besoin de nouvelles fibres, on a besoin de nouveaux procédés, on a besoin de nouvelles machines qui permettent de projeter notre industrie dans le futur et pas simplement de donner effectivement l'image de viens à l'usine mon chéri, je vais te mettre derrière une machine à coudre qui date de 1962. Est-ce qu'il y a une bonne raison de lancer une marque de mode aujourd'hui ? Alors, il y a toujours des bonnes raisons d'être créatif. Et ça, c'est absolument le fondamental. Si on a quelque chose à dire de nouveau, il ne faut évidemment pas hésiter à le faire. Mais il faut être sûr que ce soit nouveau. Il faut être sûr qu'on ait vraiment les tripes et qu'on ait le discours et qu'on ait le point de vue d'apporter quelque chose de nouveau dans notre secteur, qui est déjà surchargé de milliers de trucs. Donc, si on n'est pas sûr, ça sert à rien, parce que c'est super dur, en fait. C'est super dur. On va aller de déconvenu en déconvenu. Donc, ça, j'en veux beaucoup à certaines écoles sur ce sujet-là, qui cultivent un peu le côté viens chez moi, paye 12 000 euros par an, pendant 4 ans, endette-toi, endette tes parents, et puis peut-être que tu seras le prochain John Galliano. Mais ça, ce récit-là, en fait, il est totalement obsolète. Il n'y a pas de nouveau John Galliano. Il y avait John Galliano il y a 20 ans, et c'est génial, avec ses travers, avec ses difficultés, avec tout ce que l'on veut. Mais c'était un autre moment. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de ce type de mode-là en plus ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin de ce type de personnalité-là en plus ? Est-ce que c'est ça qui est aspirationnel ? Je ne sais pas. En tous les cas, ce que je sais, c'est qu'on a besoin de transformer notre industrie. Donc, on a besoin de gens pour porter cette transformation. Donc, on a besoin de création. On a besoin de nouvelles esthétiques. On a besoin de marques qui portent ces nouvelles esthétiques et qui portent la jeunesse et la dynamique de la jeunesse. Donc, on a besoin de nouveaux formats, de nouveaux... Voilà, donc moi, je suis très positif sur le fait qu'on a besoin de nouvelles marques, mais je suis aussi extrêmement exigeant sur la manière dont on lance ces nouvelles marques. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais créé, quand j'étais président de la Fédération du prêt-à-porter Talent, le programme d'accélération dédié justement aux jeunes marques de mode qui, cette année, va s'ouvrir aux marques de lingerie, aux marques de prêt-à-porter masculin, parce que vous avez compris que
Si je suis là, c'est pour rapprocher les gens et faire ensemble que tout le monde travaille beaucoup plus ensemble et qu'on ait moins de silos, en tous les cas, que par le passé. Et ça, c'est quand même super chouette parce qu'on a besoin aussi de former des entrepreneurs, pas simplement des créatifs. Un styliste qui se lance parce qu'il dit voilà, j'ai un nouveau truc, une nouvelle idée, un nouveau style, objectivement, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, pour faire un succès, il faut avoir beaucoup plus d'aspérité, un storytelling beaucoup plus fort que simplement se lancer parce qu'on a quelque chose de nouveau à dire sur un plan stylistique. C'est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. En considérant qu'on passe cette étape, jeune marque qui passe 1 an, 2 ans, qui arrive à faire un peu de chiffre d'affaires et de volume, qui cherche à lever des fonds pour accélérer, vous, si vous êtes sur un board décisionnel, c'est quoi vos critères en faveur de l'accompagnement financier d'une jeune marque ? Alors, mes critères, c'est déjà s'être confronté à un marché, avoir fait les preuves qu'on pouvait avoir un certain succès, avoir fait la preuve qu'on était capable de rassembler autour de soi une certaine communauté, avec des aspérités assez fortes, avoir mis en place déjà dans son offre, comment expliquer, des codes, des espèces de fondamentaux sur lesquels on sait qu'on va pouvoir broder pendant des années et des années. La question de l'ADN, quoi, vraiment. Ouais. Ok. Pas simplement de j'ai un message cette saison et puis je change la saison d'après. C'est qu'est-ce qui va être invariant en fait sur le plan des codes stylistiques de cette marque. Avoir une espèce de plateforme créative en fait extrêmement solide et qui ensuite va prendre des visages différents saison après saison, drop après drop, etc. Mais en tous les cas, avoir cette base assez fondamentale. Avoir, donc ça c'est mon troisième argument, le quatrième c'est quand même d'avoir une base business solide. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait à un moment donné un partenaire, en tous les cas un duo qui fonctionne sur le plan du produit et sur le plan du business et qui ait pu faire ses preuves. Voilà. Ces 4 points-là pour moi sont les choses assez fondamentales. Ça passe par une présence aussi sur le digital importante et sur un compte Instagram qui tient la route et qui est susceptible d'attirer l'attention. Ça passe par une présence à l'international aussi parce que l'histoire ne peut pas être que franco-française. Voilà. Est-ce que par exemple l'investissement média ou sur des salons, c'est des choses que vous recommandez ? Oui, si ça peut permettre d'atteindre les objectifs que je vous ai donnés. D'accord. Mais j'ai du mal à parler en général de salons ou de médias en général parce que il faut trouver le bon salon ou le bon showroom et peut-être pas si on n'est pas du tout dans ce modèle économique-là. Et voilà, après les investissements, on les connaît sur le digital, ils sont extrêmement forts et de plus en plus forts pour pouvoir faire de l'acquisition. Donc, est-ce que c'est pertinent à tous les moments de la vie d'une marque ? Ça dépend. J'ai du mal à vous donner des choses générales. Ouais. De success story recipe Non, parce que ça dépend toujours du projet du fondateur initial. D'où on peut peut-être faire un nouveau crochet sur talent, mais la dimension un peu sur mesure de l'accompagnement. Oui. À la fois sur le côté business et sur le côté développement de la marque, son image. Oui, exactement. Parce que, encore une fois, une entreprise de mode, c'est d'abord une entreprise. Donc, le fondamental, c'est d'avoir un bilan, un compte de résultats qui tient la route, des outils de pilotage, etc. Et ça, si on ne les a pas, de toutes les façons, on va droit dans le mur. Donc, il y a toujours chez Talent ce que l'on avait mis en place, un duo de coach, à la fois avec un profil directeur général et un autre avec un profil plus offre, entre guillemets, qui permet d'accompagner les marques le plus profondément possible, en plus de tous ces autres moyens et experts qui sont mis à la disposition des marques du programme pour les renforcer partout où elles sont faibles, que ce soit en structure de collection, que ce soit en communication, que ce soit en, je sais pas quoi, en digital, en SEO,
Donc ça, c'est un programme qui est un programme de renforcement, en fait, du profil des entreprises. Le seul truc sur lequel on ne touche pas, c'est la créa. Là, il faut vraiment que les fondateurs aient déjà un style extrêmement fort pour pouvoir les accompagner. Oui, Mais encore une fois, il y a des marques que l'on ne prend pas dans Talent parce qu'on sait qu'elles ne participent pas à au profil des maisons que nous accompagnons. On accompagne dans Talent des maisons de prêt-à-porter, enfin de ce niveau-là, de premium. On n'accompagne pas des marques qui vont défiler, par exemple. Ça, c'est la Fédération de la haute couture qui s'en occupe. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai une question. Une question générique. La prochaine personne que je reçois ici, c'est Jeanne Friot, qui est une jeune créatrice que vous connaissez apparemment. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez que je lui demande ? Alors, j'aime beaucoup Jeanne Friot. Alors, je change de casquette. Elle est intervenue dans un séminaire Nelly Rodi l'année dernière. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup ce qu'elle représente, j'aime beaucoup le message qu'elle incarne. Et j'aime beaucoup son ouverture aussi. Moi, vous avez compris, je suis plus un homme de dialogue qu'un homme de combat. Donc, j'ai toujours du mal avec les gens qui ont des convictions éternelles et qui veulent les imposer. Et Jeanne, je trouve qu'elle incarne une nouveauté, une puissance intérieure, elle incarne quelque chose d'une génération qui manie justement une puissance folle et en même temps une ouverture. Et donc ça, j'adore ce message-là. Voilà. Et alors, quelle est la question que l'on pourrait poser à Jeanne ? Tout sujet confondu, il n'y a vraiment pas de... À quoi rêve-t-elle ? À quoi rêve Jeanne Friot ? Très bien, ce sera fait. Merci beaucoup Pierre-François. Merci Victoire. Et à très bientôt dans l'univers qu'on partage. Avec grand plaisir. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email, de bouche à oreille, de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.